Bonjour à vous tous. On va terminer la matière pour cette semaine dans cette vidéo-ci. Donc, ce sera votre dernière vidéo avant qu'on se revoie là en classe virtuelle. On va se revoir en classe virtuelle. Donc, vous avez votre examen oral le 29 septembre. Nous, on va se revoir le 6 septembre sur vos écrans d'ordinateur. Et vous devrez avoir visionné toutes ces vidéos-là avant le 6 octobre, bien entendu. Donc voilà, 6 octobre, bien sûr. OK. J'avais parlé d'espérance mathématique dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit que ça, c'était important. OK? Donc ça ici, il faut savoir faire un calcul d'espérance mathématique, qui est un calcul de moyenne. Pour la variance ou l'écart type, vous n'avez pas besoin de savoir comment calculer ça. Je l'ai quand même mis pour ceux qui sont curieux de savoir. OK? L'écart type, on va l'utiliser à un moment donné, mais vous n'aurez jamais à la calculer vous-même. Okay? Mais on va l'utiliser. La moyenne, vous allez devoir la calculer et l'utiliser, les deux. On avait fait un exemple d'espérance mathématique, OK? Et on avait vu que ça donnait en moyenne, si on faisait l'expérience aléatoire un très grand nombre de fois, quel résultat est-ce qu'on pourrait s'attendre à obtenir? En moyenne. C'est pour ça qu'on peut prendre des chiffres ou des nombres qui sont pas cohérents dans un contexte, puisque c'est un calcul de moyenne. 1,5 lancé avant d'obtenir la première boule verte ne fait pas de sens contextuellement parlant, mais lorsqu'on parle d'une moyenne, oui. Et on était rendu à cet exemple-là. On avait supposé qu'un joueur devait payer 2 $ pour jouer et qu'on lui remettait 1 $ s'il pigeait une boule verte en deux tirages. Donc, on lui remet sa mise de 2 $ bien entendu, et on lui remet 1 $ supplémentaire, donc il fait un profit de 1 $. OK? S'il tire la boule verte en deux tirages, il va gagner 4 $ et il ramasse sa mise, bien entendu, aussi. Et s'il pige une boule verte. Donc, s'il pige la boule verte en premier lieu, il perd donc sa mise. On va calculer et interpréter l'espérance de gain net d'un joueur, de gain en argent. Donc, j'avais défini ma variable aléatoire. Donc, ça, c'est une variable qui dépend du hasard. Le gain en argent que le joueur va gagner ou perdre, hein, s'il joue, puisque c'est un jeu de hasard, le gain dépend du hasard. Et les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire-là, c'était 1 $, 4 $ et moins 2 $. J'ai écrit ces éléments-là, ces valeurs-là que G peut prendre à l'intérieur de mon tableau. Maintenant, je vais aller calculer les probabilités. Ben, les probabilités sont les mêmes que celles-ci. Puisque pour perdre 2 $, il faut qu'il pige la balle verte en premier lieu. Il y avait 3 chances sur 5 de faire ça. Comme ça. Pour gagner 1 $, il doit piger la boule verte en deuxième lieu. Donc, il y a 3 chances sur 10 de piger la balle euh, verte ici, en deuxième lieu, donc de gagner 1 $. Et il y avait une chance sur 10 ici de gagner 4 $ ou de piger la balle verte en dernier, c'est-à-dire à la troisième pige, une chance sur 10. Si on fait la somme de ces trucs-là, ça fait bien 100%. On va calculer l'espérance de gain. Quand je dis espérance de gain, c'est l'espérance de votre variable aléatoire qui s'appelle gain. Donc, E de G. Vous auriez pu noter cette variable aléatoire-là, X si vous voulez aussi, si ça vous m'aide. C'est juste que j'aime ça, noter mes variables aléatoires avec la première lettre, fait du sens dans mon contexte. Okay? Et c'est rien d'autre que le produit de ces trucs-là, additionnés tous ensemble. Okay? Donc je rappelle que c'est les XI, ici ça va être les GI, G1, G2, G3, multipliés avec F de XI, ou F de GI dans ce cas-ci. Donc F de G1, F de G2, F de G3. C'est donc le produit, okay, terme par terme. Je fais le produit ici. Ensuite, je vais additionner ça du produit qu'il va y avoir ici. Et ensuite, j'additionne ça du produit que je vais avoir ici. Allons-y. C'est moins 2 $ multiplié par la probabilité de gagner moins 2 $, c'est-à-dire de perdre 2 $. 3 sur 5. Permettez-moi d'écrire 6 sur 10. Puisque je veux avoir tout le même dénominateur, ça va être plus facile tantôt. Plus 1 $, c'est un prix qu'on peut gagner.
multiplié par la probabilité de gagner $1, 3 sur 10. Plus $4, on peut gagner $4, multiplié par la probabilité de gagner $4, une chance sur 10. On fait ce produit et cette somme-là. On a 2 fois 6, ici ça fait 12, avec un moins, sur 10, plus 3 sur 10, plus 4 sur 10. Okay? Ici ça fait donc moins 5 sur 10, c'est-à-dire moins 0,5. Et mon unité de mesure, ici, vous voyez, j'ai des dollars et des dollars. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ce que je viens de déterminer ici? Moins 0,5. C'est pas que je vais perdre 50 sous à chaque fois que je joue. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Ça veut dire, si je joue un très grand nombre de fois, en moyenne, on peut s'attendre, ça c'est l'interprétation que je suis en train de faire, le joueur peut s'attendre à perdre 0,5 $, ok, c'est ce qu'on a trouvé ici, 0,5 $, ou je vais écrire 50 sous à chaque partie. Okay? C'est pas qu'on perd 50 cents à chaque partie, il faut faire attention. C'est impossible de perdre 50 cents. Soit on perd 2 $, soit on gagne 1 $, soit on gagne 4 $. Okay? Mais en moyenne, si j'avais joué 1000 fois, en moyenne, j'aurais perdu 50 cents à chaque partie. Donc, si je joue 1000 fois, les chances sont que j'aurai perdu environ 500 $ à ce jeu-là. OK? Parce qu'en moyenne, j'aurais perdu 50 sous par partie. Donc, c'est ça un calcul d'espérance. C'est ça ici, c'est un calcul d'espérance de gain. Donc, quand on parle d'un gain en argent, on va parler d'espérance de gain. Sinon, on parle d'espérance mathématique pour une variable aléatoire quelconque. Mais le gain en argent, souvent, là, on va faire la correspondance avec les loteries et les jeux de hasard. Donc là, on parle de gain en argent. Vous avez ici des exercices qui sont à faire par rapport à ça. Donc, les numéros 1 à 10, sauf 6. Hein, Fanny? Fais pas le 6. Attention, il n'est pas à faire. Donc, le numéro 1 à 5 et le numéro 7 à 10. Avec les solutions à la page 290 et les suivantes. Je vais introduire la loi binomiale, mais on va faire la plupart de ces notions-là en classe ensemble. Je vais juste vous mentionner un peu ce que c'est. Donc là, on a vu qu'il y avait des distributions de probabilités pour des variables aléatoires données. Okay? Mais il y a des distributions de probabilités qui sont déjà toutes faites, pour lesquelles on a plus ou moins besoin de faire un tableau. Okay? On n'a pas besoin en fait de faire de tableau, puisque la fonction de probabilité est donnée en fonction des paramètres et est donnée en fonction de ce qu'on veut, en fonction de x. Okay? Entre autres, la loi binomiale. La loi binomiale, c'est une loi de probabilité discrète. On va en voir deux. On va voir celle-là et on va voir la loi de Poisson. Pour les lois de probabilité continue, on va voir une seule. On va voir la loi normale, que vous connaissez un peu déjà, je pense. Bon. On dit qu'une variable aléatoire grand X suit une loi binomiale. Okay? Donc, la distribution probabilité de la variable aléatoire X suit un modèle binomial. Puis on note ça de cette façon-là. Un X avec une espèce de tilde ou une espèce de vague avec binomial. Et on a besoin de deux paramètres pour décrire une loi binomiale. On a besoin de N et de P. Je vais vous dire c'est quoi. Mais les critères à respecter pour dire que X est une loi binomiale et pour dire qu'on a le droit d'utiliser la formule qui est ci-dessous, c'est ces trois critères-là. Il faut absolument qu'on ait ces trois critères-là, sinon on n'a pas le droit d'utiliser cette formule-là. L'expérience aléatoire décrit X est constituée d'une suite de N épreuves indépendantes.
vous faites la même expérience aléatoire N fois. Et elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Quand je dis indépendante, ça veut dire que le résultat de la première n'influence pas le résultat pour la deuxième expérience aléatoire, n'influence pas le résultat pour la troisième, etc., etc. Un exemple, je joue à pile ou face 50 fois. N égale 50. Je fais 50 fois la même expérience aléatoire. OK? Et elles sont tous indépendantes parce que si j'ai obtenu pile au premier lancer, ça n'influence pas du tout mon lancer pour la deuxième. OK? Donc ça serait, ça respecterait mon critère. Puis en même temps, si j'obtiens face à la première, ça n'influence pas non plus mon deuxième lancer de pile ou face ou mon troisième lancer de pile ou face, ou etc. jusqu'à mon 50e. Ça, c'est ce qu'on appelle des épreuves indépendantes. Les 50 lancers de pile ou face sont indépendants. À chaque expérience aléatoire, chacune de ces N expériences aléatoires-là, vous avez toujours la notion de succès ou échec. Il ne peut rien se passer d'autre. Soit vous avez un succès dans votre expérience aléatoire ou dans votre épreuve indépendante, ou soit vous avez un échec. Si moi, je veux savoir le nombre de piles que j'obtiens en 50 lancers, ben mon succès, ça va être obtenir pile. Puis mon échec, ça va être obtenir face ou ne pas obtenir pile. OK? Donc, il y a toujours succès et échec. La probabilité de succès, donc ce qu'on appelle P, c'est votre deuxième paramètre qui décrit votre loi binomiale, doit être la même à chaque épreuve. Encore une fois, si je fais pile ou face, la probabilité d'obtenir pile à chaque lancer, c'est 1 sur 2, 50%. Elle ne change donc pas. Okay? Donc, la probabilité d'avoir un succès doit ne pas changer d'épreuve en épreuve. Réciproquement pour la probabilité d'un échec. Okay? Donc, la probabilité d'un échec qu'on appelle Q doit aussi être la même à chaque épreuve. La probabilité d'avoir face, c'est toujours une demi aussi. Elle ne changera pas. OK? Ça ici, en passant, la probabilité Q, ça doit nécessairement être égal à 1 moins P. Si tu peux avoir juste succès ou échec, tu ne peux pas avoir d'autre chose, et que ta probabilité de succès, c'est P, ben, il te reste 1 moins Q probabilité pour avoir, il te reste 1 moins P comme probabilité pour avoir ton Q, c'est-à-dire ta probabilité d'échec. Si j'ai 25% de chance d'avoir un succès, j'ai donc 75% de chance d'avoir un échec. P égale 25%, Q égale 75%, c'est-à-dire 1 moins P, c'est-à-dire 1 moins 25%. Et votre variable aléatoire grand X doit être le nombre de succès en N épreuves. Okay? Donc, X serait ici le nombre de piles obtenues en faisant 50 lancers de pile ou face. À ce moment-là, si vous voulez calculer la probabilité que votre variable aléatoire prenne une certaine valeur, je peux faire un exemple ici avec mon pile ou face si vous voulez. Donc, si vous voulez calculer la probabilité que mon nombre de succès, c'est-à-dire mon nombre de piles obtenues, soit égal à, mettons qu'on fait 10 lancers, on voudrait savoir la probabilité d'avoir 6 piles. OK? Ben, ça serait la combinaison de X, 6, parmi N, mon nombre d'épreuves, supposons que j'en fais 10, multiplié par la probabilité de succès, P. Probabilité de succès ici, c'est une demi. J'ai une demi. 50% des chances d'obtenir un succès, c'est-à-dire pile, exposant X. Exposant X, je vous rappelle que X, c'est ce qu'on a à l'intérieur de notre parenthèse, exposant 6. 1 moins P, ou Q, vous pouvez écrire Q ici si vous voulez. Donc ici, c'est encore une demi, la probabilité d'avoir face, ou la probabilité de ne pas avoir un succès, exposant N moins X. Donc N ici, c'est 10, X, c'est 6, 10 moins 6, 4. Vous pouvez tout simplement voir ça aussi comme le nombre d'échecs. Donc, c'est la combinaison du nombre de succès parmi mon nombre de tentatives multiplié par la probabilité de succès exposant mon nombre de succès multiplié par la probabilité d'échec exposant mon nombre d'échecs. Vous calculez ça, ça vous donne la probabilité d'avoir 6 piles en 10 lancers. Exactement 6 piles.
On se revoit en classe la semaine prochaine.